Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 9 novembre 2022. Dans les détails des informations de ce jour, en marge de la conférence internationale sur le climat COP27, des rencontres bilatérales entre le président de la République Andry Rajoelina et des partenaires ont eu lieu. Le président malagasy a ainsi rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis. Le renforcement de la coopération et la poursuite de celle-ci vers d'autres domaines ont été parmi les sujets discutés durant ces rencontres. Natera Koutmaouf et Eraslu Farmanan. Parmi les rencontres bilatérales qui ont marqué la participation de Madagascar à la conférence internationale sur le changement climatique, la rencontre du président de la République de Madagascar avec le directeur exécutif du PAM ou Programme alimentaire mondial David Beasley hier après-midi, mais aussi la rencontre du président avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis qui a eu lundi dernier lors de son arrivée à Sharm el-Sheikh en Égypte. La rencontre du président avec le directeur exécutif de la PAM a été axée sur le programme commun entre l'État malagasy et le PAM qui doit être fait afin d'appuyer la population du sud de Madagascar à se relever face aux kérés dans le sud du pays. Le président Andry Rajoelina a affirmé que nous ne devons pas nous résigner sur les aides des partenaires internationaux, mais également fournir des aides vers l'autonomie de la population et des ménages du sud face aux problèmes de manque d'eau, entre autres. Le président de la République a également souligné que l'État malagasy fait déjà de son mieux pour aider les habitants dans le sud, notamment à travers la mise en place des projets de titres verts qui visent à octroyer des terrains et des semences, des matériels agricoles et des animaux d'élevage pour les familles qui sont prêtes à se relever et travailler. Ce sont ces genres de projets que doivent être initiés par les partenaires selon le président Andry Rajoelina. Le but à long terme des deux parties est que le PAM puisse enfin quitter la partie sud du pays et que la population puisse enfin faire face aux problèmes climatiques sans l'appui de l'État et des partenaires. En outre, en parallèle avec la conférence internationale du climat COP27, une rencontre a également eu lieu entre le président Andry Rajoelina et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis. La discussion des deux parties a été axée sur la tournée du président de la République en Émirats arabes unis et la délégation des Émirats à Madagascar. À cet effet, les deux parties ont abordé le renforcement de la coopération dans le domaine du transport aérien, l'électricité et la volonté des grands holdings aux Émirats arabes unis afin de contribuer à la construction du projet Tanama-Swanj. Passons dans un autre sujet. Les présidents des assemblées nationales des États membres de l'association parlementaire de la Commission de l'océan Indien, ou APCOI, ont tenu ce jour une réunion à Antananarivo. Il s'agit d'une réunion de redynamisation parce que l'APCOI a déjà été mise en place en 2016, mais est restée en veille jusqu'à aujourd'hui. Cette redynamisation permet donc de mettre en place une plateforme parlementaire afin de défendre les intérêts communs au niveau de la région de l'océan Indien. Cette réunion des présidents de l'Assemblée nationale des États membres de la Commission de l'océan Indien à Akurjan permet de redynamiser l'association parlementaire de la Commission de l'océan Indien, ou APCOI. APCOI est une association mise en place en 2016, mais son statut, ainsi que les règlements intérieurs, nécessitent des amendements. La mise en place d'une conférence de présidents des 16 assemblées nationales et d'un comité exécutif figure parmi les modifications apportées. À noter que APCOI est l'un des éléments du projet Paix, Gouvernance et Stabilité de la COI, financé par l'Agence française de développement. Donc, les présidents de la PCOI se sont réunis aujourd'hui à Antananarivo pour fixer les grandes orientations relatives aux démarches à suivre en vue de la redynamisation de cette plateforme régionale. Ils ont insisté sur la souveraineté des parlements de la Commission de l'océan Indien et le secrétariat général de la COI va se limiter donc à apporter son appui technique et financier pour la démarche des activités de cette association. On a parlé beaucoup de points sur la mise en œuvre concrète de quelques actions. En l'occurrence, la révision de quelques points sur le statut et le règlement intérieur de la PCOI, suite à la recommandation donc des présidents de la conférence de l'association parlementaire de la Commission de l'océan Indien. Ils se sont convenus également à avoir une liste des priorités
afin d'avoir une activité concrète dans le cadre de l'examen de ce projet. Concernant le renforcement de la gouvernance de la PCOI, les présidents de l'Assemblée nationale se sont convenus sur la nomination de 3 parlementaires pour chaque État membre à siéger au sein du comité exécutif. On s'est convenu à ce que chaque président de l'Assemblée nationale des États membres de la COI va procéder à la nomination donc, des parlementaires qui vont siéger auprès du comité exécutif. Et ce comité exécutif va tenir sa réunion prochainement, au début de l'année 2023, pour pouvoir proposer au président des assemblées nationales, à travers la conférence des présidents, sur la démarche à suivre pour la poursuite de cette organisation de la PCOI. La PCOI est une association indépendante. Toutefois, la COI est chargée de l'appui technique et financier. L'association est également appelée à trouver les voies et moyens pour avoir des financements autonomes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la pérennisation de cette structure régionale. Pour le secrétaire de la PCOI, il sera provisoirement assuré par le secrétariat général de la COI à son siège à Maurice. Ensuite, près de 80% des jeunes des régions de Madagascar évoluent dans ces contextes socio-économiques complexes comme le chômage, la pauvreté, l'inégalité des sexes, l'incertitude, autant de facteurs qui poussent les jeunes à migrer à la recherche d'un avenir meilleur. Raison pour laquelle le COI, avec la présidence malagasy, en exercice des instances de la COI, avec l'appui du secrétaire général, a lancé l'initiative Projet Jeunesse de la COI. Reportage. 33,8% de la population malgache, soit près de 8,5 millions, sont des jeunes âgés de 14 à 30 ans et 30% de la population de tous les États membres de la COI ou Commission de l'Océan Indien sont également des jeunes. À cet égard, force est de constater la nécessité d'une action commune et cibler ces jeunes pour que leurs droits, leurs voix et leurs aspirations soient écoutés, reconnus et respectés. Ainsi, un projet dénommé Projet Jeunesse de la COI, organisé par la Commission de l'Océan Indien et Madagascar, va être mis en œuvre d'ici peu. Concrètement, le projet vise à promouvoir la pleine participation des jeunes et le renforcement de leur engagement au processus de développement durable dans le pays. La première réunion portant sur ce projet a eu lieu ce mercredi 9 novembre au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. À travers cette réunion, l'objectif est de présenter aux représentants des autorités nationales issus des États membres le projet jeunesse de la COI porté par la présidence malagasy. Cette réunion a vu la participation des représentants des autorités nationales concernés par le dossier jeunesse issu des États membres de la COI. Dans un autre sujet, la gestion des risques et des catastrophes sera renforcée durant cette saison pluvieuse 2022-2023, selon la déclaration du directeur général adjoint du PNGRC ce jour. Le but est d'atténuer les impacts des éventuels passages de cyclones, notamment en matière de décès et de sinistrés. Fanjessena Mireille et Yves Chanel. Plusieurs régions subissent encore les impacts des 6 passages cycloniques de la saison pluvieuse 2020-2021. Un phénomène naturel qui impacte le social des habitants. La gestion des éventuels impacts de ces fléaux sera ainsi renforcée cette année, vu les faits de l'année dernière, souligne la directrice des opérations du PNGRC, Rahar Maganinji Naverouanch. Le gouvernement malgache, par le biais du PNGRC, vise l'atténuation des impacts du passage cyclonique à Madagascar, insiste Razaf Manatsoumir, directeur général adjoint du PNGRC. Prévoir les catastrophes afin de minimiser au maximum le nombre de sinistrés et le nombre de décès lors de ces passages cycloniques. Ainsi, dans le cadre de la mise en exécution de ces stratégies, des ateliers se tiennent ce jour jusqu'à demain. En santé, le coût d'une opération chirurgicale pour les fentes labiales ou palatines, qui peut aller jusqu'à 900 000 arrières, constitue un blocage pour les malgaches, une raison de ne pas procéder à de telles opérations chirurgicales. Ainsi, l'arrivée d'une association en partenariat avec le ministère de la Santé publique a fait accroître le nombre des enfants ayant bénéficié de cette opération depuis déjà 15 ans. Jusqu'à maintenant, plus de 4000 enfants ont subi une opération chirurgicale gratuitement. Andinena Martina et Barnienne Denilson. La fente palatine dès la naissance, un cas qu'on rencontre presque dans tout Madagascar.
Cela constitue une difficulté autant sanitaire que sociale pour l'enfant si on ne procède pas à une opération chirurgicale réparatrice, selon la déclaration du Dr Asaf Djanoum Patrice, directeur de la lutte contre les maladies non transmissibles au sein du ministère de la Santé publique. Nombreux sont les facteurs à l'origine de la fente palatine, tels que la prise d'étambave et des médicaments. Selon les explications, la consultation et les suivis médicaux durant la grossesse sont les seuls moyens afin de se préparer pour l'arrivée et la prise en charge de l'enfant, insiste-t-il. Par ailleurs, l'opération chirurgicale pour les enfants victimes de la fente palatine ou labiale est désormais gratuite grâce à la coopération entre le ministère de la Santé publique et une organisation non gouvernementale. Le projet vise à offrir un avenir meilleur à ces enfants malgré leurs problèmes financiers, souligne Mirena Rakout-Malal dans l'opération Smile. Cette ONG s'est instaurée à Madagascar depuis déjà 15 ans, durant lesquels plus de 4000 enfants ont procédé à l'opération chirurgicale. Sa coopération avec Madagascar se poursuivra pour les 10 années à venir. On vise 15 000 enfants bénéficiaires de l'opération gratuite durant cette période. Et puis, le taux des femmes pratiquant l'allaitement maternel pour les enfants moins de 6 mois est encore faible dans la région Analamang. Les médecins soulignent que cela peut être la cause de la malnutrition pour les enfants de cette tranche d'âge. Ainsi, des sensibilisations et des mobilisations seront faites à Talata Vulnouch pendant les 6 jours de la semaine de l'allaitement maternel. Andunena Martina et Nzara Ranjiantsu. La région Analamang a un taux de malnutrition élevé, dont les 48% des malnutris sont des enfants de moins de 5 ans. Les différents problèmes d'allaitement peuvent en être la cause. Par ailleurs, Madagascar a encore beaucoup à faire pour instaurer l'allaitement maternel pour les enfants de moins de 6 mois, selon les déclarations de Rajiana Jassan, coordinateur régional de l'ORN Analamang. Selon toujours les statistiques de l'ORN, 52% des enfants dans la région Analamang se nourrissent au lait maternel jusqu'au 6e mois. Dans le district Avarajan, la commune Talata Vulnouch a un taux faible d'allaitement maternel. Une raison de la tenue de l'événement Semaine de l'allaitement maternel, souligne le Dr Khar Mahmoud, directeur régional de la santé publique, région Analamang. L'événement se déroule depuis hier jusqu'au 13 novembre prochain. Des sensibilisations sur les méthodes d'allaitement, des jeux et des ateliers avec les partenaires œuvrant sur la santé maternelle et infantile se feront lors de la semaine de l'allaitement maternel à Talata Vulnouch, dans l'objectif de diminuer le taux de malnutrition à Madagascar. Actualité culturelle. Comme chaque année, l'Union européenne à Madagascar organise le Festival des films européens. Pour la 6e édition de cette année, il se tiendra au Cinéparc Saint-Boudvoun du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre. L'objectif pour l'Union européenne est de diffuser la culture européenne dans ses pays partenaires, comme l'explique l'ambassadrice de l'Union européenne. La diffusion de films sur la situation en Ukraine et des dessins animés marquera également cet événement. Reportage. Ce sera une première à l'occasion de cette 6e édition du Festival du film européen qui débutera ce vendredi au Cinéparc Saint-Boudvoun, qui aura une collaboration entre l'Union européenne et les écoles d'Antananarivo. L'objectif des organisateurs est d'attirer les jeunes avec les genres de films qui seront diffusés lors de l'événement. Cependant, différents sujets seront également abordés, tels que la condition des femmes, sur la situation en Ukraine et des dessins animés pour les enfants. Je peux vous garantir que nous avons une belle programmation avec 13 films, essentiellement des films européens, mais pas seulement. Nous avons un film malgache long métrage et aussi un court métrage malgache. Et le court métrage malgache ainsi que d'autres films sur les femmes et sur l'Ukraine seront suivis de débats. Un programme de 13 films sera projeté pendant le Festival du film européen, un événement entièrement gratuit qui alliera culture et éducation. Selon le classement pour l'année 2021, le film européen figure dans les top 5 des plus regardés au monde. Le film américain prend la première place, le sud-coréen la deuxième, puis le film indien et le film européen en passant par le film français. Le Festival du film européen se tiendra le 13 novembre à 11h au Cinéparc Saint-Boudvoun.
En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, selon un article de Wall Street Journal, les Américains ont eu des contacts avec des responsables russes en vue d'éviter une escalade dans le conflit ukrainien. Selon le journal, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a eu des entretiens avec des conseillers du président russe Vladimir Poutine sur le scénario redouté d'une attaque nucléaire. France 24. C'est un secret de Polichinelle. Dans son édition de dimanche, le Wall Street Journal l'assure, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, s'est récemment et à plusieurs reprises entretenu avec 2 hauts responsables russes. L'intéressé confirme en public. Nous, l'administration Biden, avons eu l'occasion de dialoguer à de très hauts niveaux avec les Russes pour réduire les risques et faire part des conséquences de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires. Ces 2 interlocuteurs, selon le quotidien américain, Nikolai Patrouchev à la tête du Conseil de défense russe et Yuri Utchakov, conseiller en politique étrangère au Kremlin. 2 proches collaborateurs de Vladimir Poutine donc, qui auraient son oreille. D'où l'intérêt de ce canal téléphonique pour Washington, très inquiet depuis que le président russe a menacé d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Interrogé sur ces révélations, le Kremlin, lui, préfère botter en touche. Nous n'avons rien à dire sur cette publication. Les journaux anglo-saxons publient beaucoup de mensonges. Vous devez contacter soit le journal, soit la Maison-Blanche. Instauré au plus fort de la guerre froide, après la crise des missiles de Cuba de 1962, ce téléphone rouge permet depuis à Washington et Moscou de discuter directement des sujets sensibles. La menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine en est assurément un. Le président français Emmanuel Macron a annoncé officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, un peu moins de 3 mois après son retrait du Mali. Cette annonce est sans conséquence sur les dispositifs militaires français dans la région. Quelques 3000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Toujours avec France 24. 2 février 2013. Pour François Hollande, cette journée a le goût de la victoire. Après avoir répondu favorablement à l'appel au secours du président malien Traoré, les troupes françaises sont accueillies en triomphe à Tombouctou. Alors qu'est-ce que vous voulez lui dire au président Hollande? C'est un héros national. Le président français, que je le dis merci beaucoup. Des remerciements pour avoir stoppé l'avancée de groupes djihadistes et séparatistes qui fonçaient vers la capitale Bamako. Le 1er août 2014, Paris annonce la création de la force Barkhane au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Objectif, lutter contre les groupes terroristes et aider les armées locales à se structurer. Au plus fort de l'opération, le contingent français atteint 5100 soldats, chargés de surveiller un espace de plusieurs millions de kilomètres carrés. Mais cette force ne permet ni d'endiguer l'insécurité toujours croissante, ni de renforcer significativement les armées locales. Et la tâche des troupes françaises est entravée par l'instabilité politique. Au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, coup d'État ou transition musclée change la donne, ce qui pousse Paris à réduire sa présence dans la région. En février, l'armée française se retire du Mali. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Face à une montée du sentiment anti-français, notamment alimentée par l'influence croissante de la Russie au Sahel via le groupe paramilitaire Wagner, Paris devrait clôturer officiellement Barkhane ce mercredi. Avec la fin d'une autre opération, Takuba, qui regroupait jusqu'en juillet dernier les forces de plusieurs États européens et sahéliens, les quelques 3000 militaires français toujours déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso se retrouvent un peu plus isolés. Et pour terminer cette édition, des centaines de migrants restés bloqués mardi soir au large de l'Italie sur des navires humanitaires, notamment celui de l'ONG SOS Méditerranéen. L'océan Viking, dont le sort a déclenché en soirée une bisbille diplomatique entre la France et l'Italie. France 24. 234 migrants toujours bloqués en mer après 18 jours à bord de l'Ocean Viking. La situation reste très tendue dans le sud de l'Italie. L'ONG française SOS Méditerranée se heurte toujours au silence du gouvernement italien, malgré ses demandes répétées pour obtenir une autorisation d'accoster. Évidemment, nous n'avons aucune information, pas d'orientation sur ce qui va se passer. Et personne ne peut gérer cela.
À tous les niveaux, les migrants le ressentent et leur anxiété augmente chaque jour. Face à cette situation, l'ONG a demandé à la France d'assigner un port sûr au bateau pour pouvoir débarquer les migrants. L'Ocean Viking ferait désormais route vers Marseille, selon l'ONG. Sa directrice dénonce des cas de violation du droit maritime par l'Italie. Lundi, plusieurs migrants syriens, désespérés, avaient sauté dans l'eau du port italien. Ils ont pu être sauvés, mais le travail des ONG est entravé par la politique migratoire du nouveau gouvernement de droite de Giorgia Meloni. En ce moment, nous avons 2 Syriens qui veulent demander l'asile et qui doivent être identifiés, informés de leurs droits et conduits dans des centres d'accueil où ils peuvent demander l'asile. Au lieu de cela, ils sont là sur le quai depuis plusieurs heures. L'Italie réclame une plus grande solidarité des pays européens dans l'accueil des migrants et estime que les États qui affrètent les bateaux doivent aussi prendre leur part. En 2018, une situation similaire avait déclenché une crise diplomatique de grande ampleur au niveau européen. Ce mardi, 2 autres bateaux avec plusieurs dizaines de personnes à leur bord étaient toujours bloqués au large de l'Italie. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Dynastie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.